Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. L'ensemble de la rédaction d'iWeb a décidé de vous accompagner au cours de cette année 2023. Eh bien, plusieurs enjeux et des enjeux variés vont nous accompagner et nous attendre en 2023. Et c'est ainsi que nous sommes décidés ensemble avec mes collègues, avec mes amis, mes frères, d'être là, présents, pour décortiquer, analyser les sujets d'actualité. Bonjour Socrate. Bonjour à Thibaut, bonjour à tout le monde. Bonne heureuse année 2023. Merci pareillement. Et on voit Kandi Kissalou dans une nouvelle posture, avec une nouvelle coiffure. Et certainement, ça commence très bien. Une nouvelle année, il faut signaler que c'est la première émission Presse In de l'année 2023. Bonjour Ngonga. Content de vous retrouver en 2023. C'est la première émission qu'on va produire, le premier Presse-In. Ça fait une année qu'on ne s'est pas vu. Tout à fait. Le plaisir de partager en tout cas. Bon, je ne sais pas si je serai à la hauteur, puisque j'aurai tout le temps le regard. Tu as été à la hauteur. J'aurai tout le temps le regard figé sur ta coiffure qui semble sortir de n'importe quoi. Du contexte. Voilà, on parle des enjeux qui nous attendent au cours de l'année 2023, plusieurs sujets d'actualité et un ou deux sujets qui ont intéressé l'attention de notre rédaction sur les projets initiés par le chef de l'État, le président de la République Félix Tshisekedi, de 2019 à 2023. Plusieurs projets ont été initiés. La plupart des projets ont connu leur début d'exécution et malheureusement, on n'a pas eu les garanties de bonne fin. Et il s'agira de ça, bien sûr, que nous allons tenter d'analyser. Je m'avais d'abord cherché à comprendre la vue ou encore l'analyse de Madame Kandi Kissalou. Qu'est-ce que vous en pensez des projets qu'on a vu connaître à leur début d'exécution et à la fin, c'était toujours un fiasco. Et le chef de l'État l'a même remarqué lors de sa descente, de sa visite dans l'espace Grand Kasaï. Alors, on va partir du chef de l'État qui a été au Grand Kasaï. On va prendre le projet Tshilé-Gelou. Pour la petite histoire, le projet Tshilé-Gelou a été lancé le 27 mars 2021 par le représentant du chef de l'État, le vice-premier ministre Willy Ngopos. Il a lancé ce projet Tshilé-Gelou Donc ça fait déjà 9 mois, près de 9 mois depuis le lancement. Non, c'est plus de 9 mois parce que c'était en 2021. Le 27 mars 2021. Plus d'une année. Plus d'une année. Et le but du projet, au fait, était de réhabiliter ou sinon également de construire 25 km de route dans toute l'étendue du Kasaï et envoyer en même temps dans le Kasaï en cité nommément Mweneditu, Kabinda, il y avait Mbujimaï, il y avait Tshikapa. Mais on a remarqué que sur toutes ces villes, il n'y a que à Mbujimaï où les travaux ont quand même pu commencer. Mais en même temps, l'IGF a pas seulement par rapport au chef de l'État, d'ailleurs, je vais le dire comme ça, parce que déjà, en novembre 2021, il y avait une note qui circulait déjà, qui avisait l'échec de Tshilé-Gelou. Et selon cette note, c'était prévu, c'était même programmé que Tshilé-Gelou ne réussira pas. Parce que déjà, en ce moment-là, après 9 mois, on n'avait que 6 km sur 25 km qui avaient déjà été réhabilités. Et au moment où nous sommes en train de parler, il n'y a que Mbujimaï qui a été touché, Mweneditu, Tshikapa, Kabinda, rien n'a été fait. Aucune route n'a commencé à être construite. On se pose la question de savoir pourquoi.
Alors en même temps... Est-ce que le constat, c'est seulement pour le Grand Kasaï ou c'est pour toutes les villes où le projet a été lancé? Parce que à Kinshasa, par exemple, le projet a été lancé dans quelques villes. Je parle de Kinshasa, Mbujimaï, Mweneditu, Chikapa, Kananga. Dans toutes ces villes, le constat reste le même, où il y a eu des villes où des travaux ont été quand même faits et ont connu quand même un certain niveau. D'après les éléments que moi j'ai pu relever, la seule ville où il y a eu des travaux au Kasaï, c'est le Mbujimaï, où il n'y a eu que 6 km sur 25 km qu'on attendait sur toute l'étendue du Grand Kasaï. Et ici à Kinshasa, Mbujimaï, il y a combien? On a 2 km. 6 km. Sur 25 km sur toute l'étendue, évidemment. Toutes ces routes devaient traverser tout le Grand Kasaï en passant par Mwenedi, tout Kabinda, Chikapa et tout ce qui va avec. Alors en même temps, il y a l'IGF qui s'est rendu pour inspecter, chercher à connaître les raisons pour lesquelles le projet Tshilé-Gelou n'a pas marché. Il a carrément parlé d'une grosse arnaque, d'escroquerie. Pourquoi? Parce que sur le budget qui avait été aligné, écrit au fait sur le projet, introduit 1 kilomètre, je vais donner un exemple pour aller plus vite. 1 kilomètre pouvait par exemple demander $25 000 pour faire 1 kilomètre. Mais sur la réalisation, sur les dépenses qui ont été faites, on va constater que pour 1 kilomètre, ça coûtait pratiquement le double du prix. Alors, on a cherché, l'IGF voulait comprendre les raisons pour lesquelles il y a eu ce grand écart entre ce qui a été écrit et ce qui a été fait. Il s'est donc adressé à la CREC7 qui est une entreprise chinoise. C'est la société attributaire pour le projet Tshilé-Gelou, mais sous la direction de l'OVD. Et d'après les raisons qu'aurait avancé le CREC7, c'était que tout simplement l'IGF n'avait pas toutes les connaissances réunies sur la technique, raison pour laquelle elle va parler d'escroquerie, mais il n'y a pas eu question d'escroquerie. C'est tout simplement que sur le terrain, il y a eu plus de besoins et plus de demandes. Mais aller jusqu'à poser ce grand écart, pratiquement le double... On sous-entend qu'il n'y a pas eu d'étude de faisabilité. Ça donne une forme d'incompétence, évidemment, justement. Parce que l'IGF dit que, par exemple, la société CREC7, la société chinoise, n'avait pas tout le matériel qu'il fallait pour pouvoir mettre sur pied le projet Tshilé-Gelou. Alors... je vous ouvre cette brèche en vous donnant ces éléments-là. À vous de me dire ce que vous en pensez. Socrate, quel est le problème? Le méthodique Socrate. On va l'écouter un peu. Je dis à Thibaut, vous savez, tout porte à croire que tous les projets portés par les chefs de l'État échouent. D'abord, il faut savoir que les chefs de l'État arrivent au pouvoir. Ils n'avaient pas la légitimité. Ils avaient la légalité parce que il était proclamé élu président de la République. Et Martin Fayulu réclamait tout le temps, jusqu'à maintenant, la victoire. Il parlait de la vérité des urnes. Alors, sachant qu'il n'a pas la légitimité, le chef de l'État a voulu poser des actes à impact visible, d'où le programme de 100 jours, qui se solde par un détournement de près de $50 millions par son ancien directeur de cabinet, Vital Kamerhe. Il était condamné et puis acquitté aujourd'hui. Est-ce que les fonds détournés ont été remis à la caisse de l'État? C'est la question et je crois non. Ces projets échouent, les chefs de l'État lancent un autre projet, c'est le projet Tshilé-Gelou, qui signifie exemple. C'est-à-dire que ces projets devraient en réalité corriger les erreurs commises par les passés dans le projet dans le programme de 100 jours. Fort malheureusement, il y a eu détournement de près de $13 millions par Foner qui devrait exécuter certains projets, ces projets. Alors, qui a détourné, quand, comment et pourquoi? C'est le travail de l'IGF. L'IGF qui, vous avez parlé de ça, elle avait déjà pressenti qu'il y aura détournement. Et réellement, il y a détournement. Où sont les détourneurs? Est-ce qu'ils sont dérangés, inquiétés par la justice? Non. Ils sont là, ils vaguent à leurs occupations librement. Donc, il y a un problème.
nous sommes dans un état où il y a l'impunité. L'État est devenu démissionnaire. Tout le monde peut détourner à n'importe quand, n'importe comment. Ils savent qu'après avoir détourné plutôt, il n'y aura aucune sanction de la justice. Même si on vous interpelle, on vous arrête, on vous condamne, demain après-demain, vous pouvez sortir de la prison. Donc, ça devient une habitude en fait. Permets-moi même de te donner les éléments, je les ai maintenant. 1 kilomètre sur le projet de Tchilégelou devait aller de 350 000 dollars à 500 000 dollars, que à mon humble avis, je trouve est énorme, juste pour 1 kilomètre. Mais on s'est rendu compte après que le coût de la construction revenait bien après sur le terrain dans la faisabilité à 982 073 dollars le kilomètre. Voilà. Alors, je suis en train de dire, ce projet, c'est un échec total en tout cas, parce que les Grands Kassai et Kinshasa, il n'y a pas de travaux qui se font, il n'y a rien en fait sur le terrain. Alors, le chef de l'État, sachant qu'il a échoué une fois de plus dans ce projet, Tchilégelou, qui devrait prêcher d'exemple. Il y a maintenant un autre projet qu'on appelle le projet des 145 territoires, qui est donc le projet de la réélection de Tshisekedi. Parce qu'il sait qu'il a échoué dans les 2 précédents projets. Qu'est-ce qu'il faut 2023? Nous sommes déjà en 2023. Alors, il faut lancer un projet qui permettra à la population de me voter. Et ce projet sera lancé dans les jours qui suivent pour permettre la réélection du Tshisekedi, qui a d'ailleurs officiellement exprimé ses ambitions présidentielles parce qu'il va postuler à sa propre réélection. Alors, je l'ai dit au début, je le dis à la fin, tout porte à croire que tous les projets de Tshisekedi échouent. Et pourquoi ça échoue? Parce que Tshisekedi est mal entouré. Ses conseillers, ses ministres et ses députés, les députés qui l'accompagnent en tout cas, ne l'aident pas à pouvoir réussir son mandat, parce que les pays comme la RDC ne peut pas diriger par une seule personne qui est le président de la République. C'est vrai, c'est lui le garant de la nation, mais le pouvoir est décentralisé. Chacun a sa part de responsabilité dans tout ça. Donc on ne peut pas jeter la faute entièrement sur le chef de l'État. Il y a une faute, le gouvernement a une part de responsabilité, quelques conseillers de Tshisekedi ont une part de responsabilité, et lui-même le chef de l'État qui est censé superviser, coordonner ces 3 projets-là a aussi une part de responsabilité. Je crois que vous avez parlé du détournement, de la corruption qui est devenu le mode de gouvernance ici chez nous. Vous parlez de l'entourage malsain du chef de l'État. Ce sont des éléments qui justifient l'échec, le fiasco de tout le projet qu'on a vu débiter et dont le résultat sur le terrain ne sont pas assez convaincants. Mais moi, je dirais, j'irai plus loin pour parler même de la mise en étude et de l'élaboration de tous ces projets. Est-ce que au niveau du gouvernement ou au niveau de la présidence, nous avons des gens ou encore des personnes aguerries qui sont appelées personnes aguerries, qui ont la connaissance de tout le dossier ou bien de ces domaines pour aider le chef de l'État, puisque Socrate l'a dit dans son speech. Le premier projet qui est lancé, c'est le projet de 100 jours. Le projet de 100 jours qui a connu un échec. Pourquoi le projet de 100 jours a connu un échec? Parce que j'estime, à mon humble avis, que le projet a été lancé à la va-vite. On n'a pas pris tout le temps d'étudier les projets sera porté par qui et comment nous allons financer ce projet et quelle en sera la suite, puisque là il faudrait ne pas tomber dans la tentation du détournement qu'on a connu sous le régime de Joseph Kabila, le régime précédent. Alors on n'a pas pris en compte tous ces éléments. On est parti et on a lancé un projet dont nous connaissons tous la suite aujourd'hui. Moi, je dis le projet a échoué beaucoup plus, c'est l'entourage, encore une fois, depuis du chef de l'État qui est incriminé. Parce que là, on a vu son ancien directeur de cabinet, Félix Vital Kamerhe, qui a été incarcéré. On l'a accusé de détourner plus d'une cinquantaine de millions de dollars, et tout le montant ou encore tout l'argent détourné, ça se compte par des millions.
Hein, c'est 13 millions, c'est 50 millions. Ici, chez nous, on n'a jamais détourné un projet à hauteur de 500 000 $, à hauteur de 100 000 $. Ça ne représente rien. Ça ne représente rien. Alors, là encore, c'est l'entourage du chef de l'État qui est mis à mal. Vous voyez. Alors, moi, je me dis maintenant, comment est-ce qu'au niveau de la présidence, on arrive à mettre sur pied des projets sans associer des gens qui peuvent vous accompagner, des gens qui ont la réputation de bien diriger le projet et de connaître des résultats. Ça, c'est l'erreur qu'on a commise au niveau de la présidence. Alors, moi, je me dis, il est en latin, on dit... errare humanum est, perseverare in diabolicum. Il est humain de se tromper, mais il persévérait. Là, ça devient diabolique. Alors, on a commis une première erreur. Alors, d'avoir associé le projet, d'avoir donné des projets à des proches collaborateurs, et le projet a échoué. Et maintenant, le deuxième projet, c'est Tshilejulu. Et Tshilejulu, aujourd'hui, dans toutes les villes où ce projet a été lancé, il n'y a rien. C'est un fiasco. Encore une fois de plus, c'est le proche collaborateur du chef d'État qui sont encore accusés une fois de plus de détournement. Moi, je me dis, il y a un problème sérieux et le chef de l'État devait être au-dessus de la mêlée. Le chef de l'État devait être cette personne ou encore cette institution qui donne un bon exemple à tous les Congolais. Quand un projet est piloté par des proches conseillers, quand un projet est piloté par la présidence, alors quelle est la responsabilité du gouvernement dans tout ceci? Avec le projet des 100 jours, le projet a été lancé non pas avec l'aval du gouvernement. Et si on était dans un état sérieux, eh bien, le chef de l'État, à ce moment-là, il a marché sous la Constitution, parce que le projet, encore l'exécutif, c'est le gouvernement. Vous voyez, c'est vrai, l'exécutif, c'est la présidence, en même temps, et le gouvernement, mais le chef du gouvernement, c'est l'institution, l'institution gouvernement, c'est le gouvernement qui porte le projet. En ce moment-là, on n'a pas pu porter les projets. C'est le projet du chef de l'État. Donc, c'est le projet. Moi, je me dis, voilà. Il n'a pas marché sur la Constitution, c'est normal. C'est le projet. Bon, moi, je me dis. Le programme 100 jours, c'est constitutionnel. Il n'a pas marché sur la loi. Le programme 100 jours, dans notre Constitution, il est dit que voilà, le chef de l'État. On avait un gouvernement démissionnaire. A la latitude d'engager un projet. Le président a le droit d'engager un projet. Ça, je l'apprends sur ce plateau. Moi, je me dis que c'était une erreur. Il ne fallait pas le faire. Il fallait justement prendre tout le temps pour mettre sur pied un gouvernement. Parce qu'en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, quand c'est la présidence, quand c'est un conseiller qui détourne, en ce moment-là, il faut que la justice soit à l'affût, la justice soit vraiment apte pour traquer, mettre la main sur le détourneur. Puisqu'il est protégé, il est sous la couverture du chef de l'État. Et le conseiller ou encore le directeur de cabinet est irresponsable devant le Parlement. Le Parlement qui est l'autorité budgétaire, en ce moment-là, le Parlement ne saura pas faire son travail. Le Parlement ne saura pas interpeller un des conseillers du chef de l'État qui est impliqué peut-être qui est dans la sauce. Vous voyez, mais le Parlement ne saura pas, parce que c'est l'autorité même budgétaire, le gouvernement ne saura pas suivre à la loupe le moyen qui sont décaissés par le gouvernement, puisque le gouvernement ne contrôle pas un individu, le gouvernement ne contrôle pas le chef de l'État, le gouvernement contrôle un gouvernement. Et quand maintenant c'est le chef de l'État, le proche du chef de l'État qui maintenant pilote le projet, il en est pareil avec le projet de Tshilejulu où c'est Isabelle, elle s'appelle encore comment Isabelle Kibasa Maliba qui est à la tête, la petite sœur du ministre de Penthétique Kibasa et voilà, c'est elle qui est à la tête de ce projet. Moi je me dis en qualité de qui? Donc je suis estomaqué quand on parle de projet et quand on voit les motards qui sont détournés dans une république pauvre, et moi je me dis la responsabilité incombe plus au chef de l'État et au gouvernement. Le comble de l'histoire, c'est encore que ce qui est bien pire que tout, c'est que le budget qui a été mis sur pied, aligné pour qu'on lance le projet Tshilejulu était après pris chez UBA.
Voilà. et que c'est le trésor public qui va faire le remboursement au travers de la FONER. Imaginez. Et puis, Et dire que tout cet argent est détourné, mais nous apprenons que sur le budget qui a été voté pour l'année 2023, donc 16 milliards de dollars, les 2 milliards de dollars supplémentaires, dans ces 2 milliards, il y aura une partie qui sera affectée pour le social de la population congolaise, une partie qui sera également associée pour... Le projet Tshilé-Gelou. Alors, combien on mettra pour Tshilé-Gelou? Comment on fera pour rembourser à l'UBA? Évidemment, ce sera avec des intérêts. Et puis, parce que c'est une banque qui prête et qui demande des intérêts pour continuer d'avancer, de fonctionner. Le chef de l'État n'est-il pas complice, par exemple? Non. J'étais en train de dire tantôt que les responsabilités sont partagées de part et d'autre. Je dis qu'il y a certains ministres qui seraient impliqués dans ces cas de détournement, mais qui ne sont pas interpellés à l'Assemblée nationale, d'où la responsabilité du Parlement. Comme quel ministre? Je ne peux pas citer leur nom ici. Non, nous sommes dans une émission de décryptage. Il y a certains ministres qui sont là dans les cas de détournement et qui devraient être interpellés par le Parlement, et le Parlement n'a pas fait son travail, d'où les responsabilités sont partagées de part et d'autre. D'ailleurs, l'IGF par exemple, qui a souligné qu'il y avait des détournements d'argent le 8 janvier 2022, on a prononcé officiellement que le projet Tshilé-Gelou était un échec. Oui, il a dit il y a de l'escroquerie, oui, de l'argent a été détourné, mais qu'en est-il de ces personnes qui ont détourné? Qu'en est-il du budget? Où est passé l'argent? La justice ne fait pas son travail. Ne met pas la main sur tous ces gens-là qui sont en train de détourner. Et ça passe comme ça, on est déjà en train de parler de puiser dans les 2 milliards de dollars supplémentaires pour relancer par exemple le projet de 140. Il y a les travaux de la reconstruction, puisqu'en début de l'année, de cette année, de l'année 2023, le ministre de l'ESU, Moïndo Zangui, a promis à la population congolaise que le gouvernement va construire, pas réhabiliter. Il a parlé de la construction de 5 universités. Voilà une autre arnaque. Aujourd'hui, lorsqu'on cherche à scripter les réalisations sur le terrain, eh bien, c'est du beurre. C'est du leurre. C'est du leurre. Il n'y a rien qui a été fait. C'était du leurre. C'était du leurre. Maintenant, regardez maintenant. Dépensé que 6 millions de dollars pour l'université qui se trouve à Kindu. Oui, ce sont des éléments. Et regardez maintenant l'université officielle de Mbujimayi. C'est pour d'autres projets également. Il y a des routes à part l'université. S'il vous plaît, je suis en train de suivre. Je suivis le ministre de l'ESU, Moïndo Zangui. En fait, la construction de l'université officielle de Mbujimayi ne demande que 17 millions de dollars. Et ces 17 millions de dollars-là sont des fonds préfinancés par l'entreprise qui a gagné le marché. Jusque-là, le gouvernement n'a déboursé que 18% du montant demandé. Donc l'entreprise préfinance les travaux et après le gouvernement paye. Jusque-là, il n'y a que 18% déboursés par le gouvernement. Là, c'est une précision détail. Et une précision détail, selon nos sources, les travaux de réhabilitation, de la construction de l'université de Mbujimayi seraient financés par l'argent du RAM. Voilà, ça c'est une autre l'argent du RAM, c'est l'argent qu'on a soutiré sur nos cimes. Eh bien, le Congolais en ont pleuré. Eh bien, on n'a pas voulu écouter ces peuples-là. Cet argent n'est pas encore remis en entreprise. Et cet argent, à ce que je sache, en tout cas, cet argent jusqu'à présent n'a jamais été utilisé. Cet argent est là, intact. Alors pourquoi ne pas, si l'entreprise qui a gagné le marché, si l'entreprise connaît des difficultés pour avancer, parce que lorsqu'on lance le projet, on fixe même la durée. On ne vient pas comme ça, nous allons vous construire les universités. Vous allez construire quand, pour quelle finalité et en l'espace de combien de temps? Il y a eu vous voyez, les travaux de l'université officielle de Mbujimayi devaient être construits en l'espace de combien? C'était quoi la durée? Et quand l'entreprise connaît une difficulté pour amorcer, à continuer avec les travaux, le gouvernement, le gouvernement devrait venir à la rescousse en donnant le moyen, parce qu'il s'agit de l'argent du RAM qui financerait les travaux de reconstruction de l'université de l'UEM. Ça veut tout simplement dire qu'ils ont banalisé, il n'y avait aucune importance, il y a eu de l'escroquerie, il y a eu du détournement dedans. C'est la raison pour laquelle toutes ces choses traînent comme ça. Et si nous ne faisons rien, si le président ne prend pas des décisions drastiques, s'il
ne change pas sa tactique ou encore les gens avec qui il est en train de travailler, nous allons connaître la même chose jusqu'à la fin de 2023 et le bilan restera totalement négatif. Tous les travaux vont patiner parce que là il y a beaucoup d'actualités. Je vois le gouvernement, je prends parce que là on va juger le gouvernement sous base de ce projet parce que c'est un projet phare. Tshilolo, c'est un projet phare. Le projet de 100 jours, c'est un projet phare. À part les autres actions isolées qui sont pilotées par le gouvernement, il y a des projets phares du chef de l'État, puisque là, il s'agit aussi de l'image du chef de l'État. Parmi le projet phare, eh bien, tous les projets phares n'ont pas connu quelque chose de significatif. Et quand je dois maintenant voir les actions du gouvernement, sur les 15 piliers, par exemple, du gouvernement Sama Lukonde, vous voyez, il y a la pacification du pays, renforcement de l'autorité de l'État, infrastructure, il y a 15 piliers. Mais si nous devons analyser les bilan aujourd'hui du gouvernement Sama Lukonde sur les 15 piliers qui ont été défendus devant le Parlement, vous trouverez que voilà, on est complètement à côté de la plaque et il y a urgence de revoir cette équipe. Mais le chef de l'État lui-même en a parlé au Parlement dans son discours à la nation. Il a dit qu'il y a un problème de pilotage. Il a accusé le gouvernement d'être ne pas être en mesure de concrétiser ses visions, sa vision. Pour pallier à ce problème, parce que nous demeurons avec le même gouvernement. Mais ils ont dit que c'est un gouvernement un gouvernement des warriors qui sont les warriors sont capables, n'est-ce pas, de remonter la pente, mais jusqu'à présent on a l'impression que le pays n'avance pas. Non, on n'a pas l'impression. Le pays n'avance pas. C'est pas l'impression. Le pays n'avance pas. Les projets initiés sont un échec jusque là. Le président de la République a la bonne volonté, mais il n'est pas entouré des personnes qu'il faut. Et lui-même, il a eu sa part de faiblesse en ne suivant pas de plus près les projets qui ont été lancés. D'après nos informations, francophonie qui est reportée au mois de juillet. D'après nos informations, le chef de l'État est en train de s'apprêter pour sanctionner, suspendre et même traduire en justice tous ces détourneurs-là. Alors, on attend maintenant la réalisation et une fois que ces détourneurs seront arrêtés, condamnés par la justice, nous saurons où est l'argent détourné. Comme ça, cet argent sera remis à la caisse de l'État. Comme ça, ça pourrait être affecté à d'autres projets. Dans le cas d'espèce, il faudra un miracle pour se relever, car le problème, on en a nombreux. L'impossible n'est pas congolais. On verra dans les jours qui suivent. De l'est à l'ouest, problème. À l'ouest, problème d'infrastructure. À l'est, le problème d'insécurité avec une centaine de groupes armés qui sont en train de mettre en mal les populations civiles. Eh bien, aujourd'hui, la situation semble être restée au point mort. Eh bien, il y a le propos incendiaire du conseiller du privat de Tshisekedi, Fortuna Bisselele, qui ont en tout cas fait du chemin ces dernières heures. Votre mot? Rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps, il nous reste, je crois, 5 minutes. D'abord, il faut d'abord savoir que Fortuna Bisselele, c'est le président, plutôt les conseillers privés du chef de l'État. Ah bon, à mon avis, c'est le vice-président parce qu'il détient les secrets de la République. C'est lui le gardien du temple. Est-ce que c'était risqué pour lui d'accorder cette interview à Jeune Afrique? C'était sa première fois de s'exprimer sur les médias. Depuis qu'il était nommé conseiller privé du chef de l'État. Pourquoi a-t-il attendu? Il a risqué parce qu'il a fait des graves révélations. Donc il a accusé indirectement que le chef de l'État n'a pas de carnet d'adresse. Le chef de l'État qui reconnaît que Monsieur Kagame, je n'ai pas un carnet d'adresse, vous en avez, moi je l'ai minéré, travaillons, signons un contrat win-win, gagnant-gagnant. J'ai ma part, vous avez votre part. Comment nous pouvons partager les richesses de notre pays avec un pays voisin, un pays agresseur en plus? Aujourd'hui, je pense que tout porte à croire que le chef de l'État, tout ce qu'il fait, ça ne marche toujours pas. Que sous-entendent le propos de Fortuna Bisselele? Le chef de l'État a-t-il vendu le Congo? Je ne dirais pas que le chef de l'État a vendu le Congo, je ne peux pas le dire, je n'ai pas de preuve que c'est ainsi, que c'est ça, mais je me pose la question de savoir comment le chef de l'État pourrait-il faire signer un contrat ou faire un accord de ce genre avec le Rwanda, pendant que tout le monde sait que le Rwanda est un pays qui nous agresse. Non seulement c'est un pays agresseur, mais c'est encore un pays qui est utilisé par d'autres États pour nous agresser. Donc, il fait son accord avec le Rwanda, avec Kagame, et dit ok, toi tu as le carnet d'adresse, moi j'ai les minéraux. Tu trouves les bailleurs, nous faisons win-win sur tout ce qui aura comme intérêt, comme bénéfice. D'accord. Mais tu t'arranges avec le Rwanda. Mais qu'en est-il
de ces autres États qui utilisent le Rwanda pour nous assujettir. Quel est l'accord que tu fais avec eux? Ça veut dire qu'on a très Le mal chemin compris. reste encore à parcourir. On a très mal compris. On comprend très mal le problème de l'Est. Quand il faudra Après, accorder il reste à savoir si c'était vraiment des ça dividendes, que le quand président de la devra- République a eu à faire comme accord s'il vous avec plaît, on est à Kagame. la fin. Mais c'est Quand vrai. il faudra faire Ce sont des conseillers accords privés qui l'a dit. avec le Rwanda, je crois qu'on a quelque part on a ignoré le problème. Et parce que le problème de l'Est, c'est la guerre de l'Est, surtout n'est pas qu'une guerre économique. C'est aussi une guerre d'occupation. Quand vous donnez des richesses au Rwanda, vous le rendez beaucoup plus fort, et bien il viendra beaucoup plus prochainement pour maintenant vous occuper et bien vous déloger les populations de leurs habitations habituelles, de leurs localités habituelles. Et là, on est très mal parti. Je crois qu'il n'est pas tard pour mieux faire. Et le chef de l'État encore toute une année. Ce sera aussi l'année de tous les enjeux, l'année électorale pour rectifier les tirs. On l'espère bien. Oui. Mais avant de terminer, un autre aspect très important, c'est qu'à part ce que je dis tantôt, je comprends aussi la posture du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu ramener Kagame sur son terrain afin que celui-ci mette fin à la guerre et aux groupes armés qui équiment l'Est de la RDC. Parce qu'il est le parrain, selon Kinshasa, des groupes armés qui équiment la RDC. Donc, tu sais qu'il a voulu juste faire des yeux doux à Kagame afin que la guerre finisse On en ne l'Est fait de pas la de RDC. tout à son ennemi, Malheureusement, ça n'a pas payé. Son ennemi, on se bat pour la Malheureusement, ça n'a pas payé carrément. cette stratégie. Malheureusement. Alors, Bon, je vous dis merci. On a récompensé Kagame prochainement. du sang qu'il a fait Les couler au Congo. sanguinaires. Voilà. Alors, avec la même dose de plaisir dans un prochain numéro. Et c'est parti. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.